Tribu de l'Annam, Hanoï. Les montagnes et les cours d'eau de l'Annam sont immobiles et reçoivent les ordres de votre dynastie. Tous les royaumes tributaires ne demandent qu'à aller vous offrir tribut continuellement. L'époque du tribut étant arrivée, j'éprouve le plus vif désir de me conformer au règlement et d'aller vous l'offrir afin que votre majesté daigne s'apercevoir de la sincérité de mon respect et de mon obéissance et pour que mon humble pays puisse mettre au jour les sentiments de respectueuse affection qu'il a pour elle. Paris, 30 mai 1877. Ministère des Affaires étrangères. Louis-Charles Élie Amanieu Decazes, ministre. L'amiral Duperrey, Brénière de Montmorin. La cour de Hué envoie une mission en Chine pour apporter le tribut de l'Annam. Il ne convient d'attribuer aucune importance à cet acte de pure courtoisie. Et pourquoi nous faire des ennemis à Pékin? J'éprouve pour ma part quelques hésitations à admettre que dans des pays où l'influence des traditions est si forte et si respectée, on puisse faire aussi bon marché de la longue habitude qui a assujetti pendant plusieurs générations de souverains l'Annam à la Chine. N'avons-nous pas à craindre que les marques de déférence prodiguées par le roi Tuduc fassent de ce prince l'auxiliaire d'une politique rarement sympathique aux puissances européennes? On ne peut guère se flatter de voir briser en un jour des liens établis depuis des siècles, entre deux peuples chez lesquels les traditions sont tout le respect des anciennes coutumes tient lieu de civilisation. Je partage donc l'opinion de l'amiral Duperrey et je crois que nous avons tout intérêt à laisser les choses dans le statu quo. J'ajoute que le gouvernement chinois n'a fait aucune objection ni demandé aucune explication de notre traité avec l'Annam. Il faut plutôt chercher la raison de son silence dans ce qui ne comprend pas très bien la signification du mot protectorat. Justement, cette situation tient à ce que la Convention de 1874, visiblement rédigée en vue de l'établissement de notre protectorat sur le Tonkin, n'en a pas prononcé le mot. L'empereur Tuduc fait maintenant appel à la Chine et à la France pour chasser Li Hongzhou et ses 20 000 hommes de la haute région du Tonkin. Il se dit descendant des Li antérieurs au Lei et s'est proclamé roi. Abondance de biens ne nuit pas, et le roi Tuduc ne saurait s'en plaindre puisque le voilà avec 2 protecteurs et 2 défenseurs. Ne devons-nous pas saisir avec empressement l'occasion pour sortir d'une situation où notre dignité peut se trouver compromise? Il faut en faire sortir l'établissement de notre protectorat effectif. Protester contre l'entrée des troupes chinoises au Tonkin, mais il eût fallu que nous fussions nous-mêmes en état de la débarrasser de ses envahisseurs. Du moment où nous nous chargeons nous-mêmes du rétablissement de l'ordre au Tonkin et où l'on ferme les yeux sur l'envoi d'une ambassade amite à Pékin, on doit s'attendre qu'à la première occasion, le gouvernement impérial s'ingère d'une manière plus ou moins directe dans les affaires du Tonkin. 17 octobre 1878. Le général chinois Feng Zicai capture Li Huangchai sur la montagne de Hongdan. À partir de 1879, l'arrivée des républicains au gouvernement permet au milieu d'affaires de faire avancer la question coloniale. Allez, peuple, emparez-vous de cette terre, prenez-la. À qui? À personne. Prenez cette terre à Dieu. Gouvernement Charles de Freycinet. Freycinet, ministre des Affaires étrangères et président du Conseil. Jean-Bernard Joret-Guibéry, ministre de la Marine et des Colonies. Le Mire de Villers, gouverneur de Cochinchine. Monsieur Bourré me signale qu'une ambassade est à nouveau à Pékin pour y présenter le tribut annamite et demander l'aide de la Chine. Nous ne pouvons plus nous opposer aujourd'hui à cette ambassade après que nous avons fermé les yeux sur une première manifestation de ce genre il y a 2 ans. Pour réprimer l'insurrection Tonkin, Tuduc a eu recours à la Chine, au risque de la voir s'y perpétuer. C'est un coup porté à notre crédit. La présence de troupes chinoises et la passivité avec laquelle
On nous a vu accepter cette intervention étrangère sur le sol placé sous notre protectorat. Li Hongshoi prie. L'occupation persiste et l'armée régulière du Céleste Empire continue à camper à quelques étapes de notre garnison. Une expédition serait nécessaire, elle exigerait 3000 hommes de troupes françaises, 3000 hommes de troupes anamites et 12 canonnières. D'où vient qu'après une existence d'à peine 5 années, le traité du 15 mars 1874 soit en quelque sorte caduc. La cause en est dans les termes ambigus d'une rédaction préparée évidemment en vue du protectorat, mais d'où le mot topique a été effacé au dernier moment. J'estime avec vous que la solution définitive est intimement liée au remaniement du traité de 1874. Se présenterait une nouvelle alternative, le Tonkin est le vassal peu résigné de la Nam, et l'on lui rendrait son autonomie sous la direction d'un représentant plus ou moins sérieux de la dynastie des Li. On l'amènerait dans un cas comme dans l'autre à se placer sous notre protectorat. 4 juin 1880, Commission du budget à l'Assemblée. Le traité de 1874 nous est peu favorable. Il ne nous donne le droit que de tenir une petite garnison de 100 hommes dans 3 ports. Si l'on retire nos troupes du Tonkin, la conséquence possible pourrait être l'évacuation de la Cochinchine. Quant au Tonkin, quand nous l'aurions quitté, nous n'y pourrions retourner. Il faut donc augmenter nos moyens de police ou renoncer pour toujours au Tonkin. Le traité est mauvais et incomplet, ce qui est reconnu par tout le monde. Il faut l'améliorer. Le mot protectorat n'y est même pas prononcé. Nous ne pouvons agir qu'à l'embouchure du fleuve Rouge. Certainement le traité a été mal fait, mais le modifier, Tuduc n'y consentira pas. Le maintien de la situation actuelle ne se comprend qu'avec l'arrière-pensée de nous étendre plus tard. On peut réserver le moment de cette extension, mais si d'ores et déjà nous sommes résolus à ne rien faire, il faut nous retirer. 10 novembre 1880, le marquis de Tsen à Barthélemy Saint-Hilaire, ministre des Affaires étrangères. Le gouvernement chinois ne saurait regarder avec indifférence la situation politique d'un pays limitrophe comme le royaume du Tonkin, dont le prince a reçu jusqu'à présent son investiture de l'empereur de Chine. L'armée de l'empereur a donc rétabli le calme chez ceux que notre investiture rend nos vassaux. 24 février 1881, la commission des pétitions de la Chambre des députés adopte les conclusions de M. Boucher donnant droit à une indemnité pour Jean Dupuis. Tianjin, printemps 1881. Son Excellence Li Hongzhang, grand tuteur présomptif du fils de Sa Majesté l'Empereur, premier secrétaire d'État, vice-roi du Chili, noble héréditaire de première classe du 3e rang avec François-Ernest Fournier, lieutenant de vaisseau, commandant du stationnaire devant le consulat français de Tianjin. Je souhaite entreprendre une réorganisation et un renforcement de la flotte du Beihai. Je cherche un officier d'exception pour en prendre la tête. Voulez-vous quitter le service de la marine française pour prendre le commandement de la flotte chinoise et organiser une école de tir? Je suis très flatté de votre offre, mais je ne peux l'accepter. Allons, quel appointement touchez-vous comme lieutenant de vaisseau? Non, vraiment, je suis extrêmement reconnaissant et honoré de votre offre magnifique, mais je ne puis accepter. Vous refusez mon offre avec une situation qui, sous ma protection souveraine, fera de vous le chef de la marine chinoise. Je tiens à rester dans la flotte française pour y prendre part à la grande guerre de revanche qu'elle devrait soutenir contre la flotte allemande. En considération de ce sentiment patriotique naturel et respectable, j'espère que vous ne vous formaliserez pas de mon refus. Si dans l'avenir, vous étiez mécontent de votre carrière ou pour une autre raison, vous acceptiez mon offre, vous n'aurez qu'à m'en informer. Li Hongzhang avec son secrétaire Wang Wenchao. La politique de la lame laisse à désirer et cette nation affaiblit de plus en plus.
Les Français portent leur vue sur le Tonkin où ils enseignent la religion pour mieux tromper et pour mieux nuire en enveloppant leur cœur d'hypocrisie. Il y a aussi les mines de charbon non loin de la frontière qui sont indispensables à l'expansion de votre entreprise, la China Merchants. Paris, 7 mars 1881, devant la commission du budget de l'Assemblée. Aux yeux du gouvernement, des mesures conservatoires sont nécessaires pour sauvegarder l'avenir, mais il ne s'agit nullement d'amorcer une expédition définitive. Il importe pour l'avenir de notre colonie de Cochinchine que nous ne soyons pas obligés de nous retirer du Tonkin. Il est donc indispensable de reprendre de l'ascendant sur la cour de Hué. Et pour cela, il est nécessaire d'augmenter nos moyens d'action. On peut évaluer à 300 000 le nombre des chrétiens au Tonkin. Des missions catholiques françaises sont établies à Hanoï, à Haiphong et Kyinghong. Les missionnaires qui les dirigent veulent intervenir dans les affaires publiques au grand dommage de notre influence. De quel œil la Chine verrait-elle s'établir notre protectorat au Tonkin? Le traité de 1874 a été fait en dehors de l'empire de la Chine et sans soulever aucune réclamation. Permettez. La Chine a sur le Tonkin une suzeraineté bien reconnue, si bien reconnue qu'en 1878, la Chine a envoyé des troupes au Tonkin par mesure de police. Mais pas du tout. Je ne serais pas rapporteur de cette commission si j'avais pu supposer un seul instant, ce qui n'est pas admissible, que le gouvernement dissimula une expédition derrière une demande de crédit dont l'objet était clairement déterminé. Le 21 juillet 1881, un crédit de 2,5 millions est voté pour exercer une action efficace sur le gouvernement alamite. Pékin, Li Hongzhang avec Bourré. Que voulez-vous faire au Tonkin? Nous poursuivons seulement l'exécution des clauses de notre traité de 1874. Je vous prie de retirer vos troupes, dont la présence non loin de nos soldats pourrait provoquer une collision. Ces troupes y ont été envoyées à la demande de notre vassal d'empereur Tu-Duc pour y rétablir l'ordre et la paix. Jusqu'à ce jour, la Chine ne s'était pas mêlée de nos affaires au Tonkin, et les liens qui rattachent la Chine au Tonkin sont purement nominaux. Pourquoi prendre parti contre la France au risque de troubler nos bonnes relations? Je puis vous assurer que les troupes françaises sont au Tonkin les gendarmes du roi Tubuc, et que le gouvernement de la République ne poursuit en aucune façon des buts de conquête. S'il en est ainsi, je vous serai reconnaissant de le faire savoir au Zhongliyamen. Mission Fuchs, décembre 1881, mars 1882, au Tonkin. Edmond Fuchs et Édouard Saladin se rendent à Houai pour recevoir leur passeport. Colonel Pierre Renard Desessarts, chargé d'affaires, Dr Philippe Fuchs et Saladin. Le ministre de la Marine nous a confié la mission d'explorer des gîtes de combustible au Tonkin et dans certaines parties de l'Annam. Votre visite m'honore. Je suis sans aucune relation avec le monde civilisé depuis un temps infini. Vous voyez l'importante et mystérieuse forteresse qui forme la résidence du roi Tuduk, et dont nul Européen n'a encore franchi l'enceinte. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais été admis à voir le roi. Nous sommes toujours à la merci du cruel Tuduk. Je suis écœuré des massacres dont j'ai été le témoin impuissant. Notre présence dans le pays est considérée comme une sorte de calamité temporaire que des temps meilleurs verront disparaître. La population annamite est pour son gouvernement une sorte de bétail qu'il considère comme sa propriété et dont il veut pouvoir vivre à son gré. Peu importe que le troupeau soit florissant,
Il faut seulement qu'il soit docile. On peut même dire qu'on le préfère misérable parce que la richesse pourrait éveiller des idées de révolte pour conserver le bien-être acquis. Le gouvernement, dans ses rapports avec la population, n'a que des droits. Il n'a pas de devoirs. La population, au contraire, n'a elle que des devoirs. Il n'y a pas de place dans une telle organisation pour les étrangers car ils professent des théories absolument opposées. Du jour où j'ai fondé la légation ici en 1875, j'ai senti que j'étais au pouvoir des Anamites. Jamais nous n'obtiendrons une concession du gouvernement actuel. Les Anamites sont de mauvaise foi et possèdent une force d'inertie qui rend leur résistance passive presque insurmontable. On ne peut agir avec eux que par la frayeur et la force. 25 décembre, l'antilope porte Fuchs à Haiphong. 30 décembre, visite des affleurements connus dans la baie de Ronga avec la carabine. Saladin reste jusqu'au 25 janvier pour y faire des relevés. Octobre 1881, les pavillons noirs intimident les explorateurs Courdin et Villeroy. C'est le motif recherché pour une intervention. Messieurs Julien Courtin et Horace Villeroy, munis de passeports réguliers pour aller au Yunnan, en qualité de savants, ont dû s'arrêter devant l'attitude menaçante des Chinois. Ils ont dû rétrograder jusqu'au confluent de la rivière Noire. Vous devez prendre des mesures énergiques contre ces bandes de pirates. 17 janvier 1882, Saigon, le Mire de Villers, avec le commandant Henri Rivière. À la suite d'un incident, j'ai demandé au gouvernement annamite d'expulser les mercenaires chinois à sa solde. Mais la cour de Hué, sous prétexte que ces irréguliers lui avaient rendu des services, n'a pas pu me donner satisfaction. Elle s'est contentée de répondre qu'elle éloignerait ces bandes. D'un autre côté, j'apprends que Lou Vin Phoc vient de se rendre en Chine, salué sur son passage comme un chef d'armée, et emportant des sommes considérables destinées sans aucun doute à recruter de nouveaux soldats. Le Tonkin est actuellement occupé par 5 armées différentes. L'armée royale annamite, les pavillons noirs à la solde de l'Annam, les troupes impériales chinoises sur la frontière, et les pavillons jaunes et les troupes françaises. Dans ces conditions, il me paraît nécessaire de mettre nos troupes à l'abri d'une surprise. J'ai donc décidé que la garnison de Hanoï serait doublée. Je désire que vous présidiez à cette opération. Vous connaissez les vues du gouvernement. Il ne veut à aucun prix une guerre de 4000 lieues en France. Je vous recommande de n'avoir recours aux armes qu'en cas d'absolue nécessité. Il est possible que votre présence seule provoque un mouvement insurrectionnel de la population, mais j'ai tout lieu de croire que vous rencontrerez aucune opposition sérieuse. Vous devez donc n'avoir recours à la force qu'en cas d'absolue nécessité, et je crois pouvoir compter sur votre prudence et votre modération pour éviter cette éventualité. Je me conformerai exactement à vos instructions. Il ne s'agit que d'aller devant soi avec une persévérance de douceur, n'est-ce pas? Vous verrez, en Asie, l'Européen fait ce qu'il veut quand il sait vouloir, à la condition cependant de ne pas s'engager dans des complications inutiles et d'éviter d'en arriver à la rupture et à la lutte ouverte. Toute ma pensée peut se résumer en ces mots. Évitez les coups de fusil. Ils n'en serviraient à rien qu'à nous créer des embarras. Je vais là comme Fabius Cunctator, et je ne passerai le Rubicon comme César que si j'y suis absolument forcé. Le Mire de Villers avec son état-major. Le commandant Rivière est un homme trop prudent et trop sensé pour s'engager à la légère dans un conflit. Il attendra certainement le retour du courrier avant d'agir. Conférence d'Edmond Fuchs. Il y a une quinzaine d'années environ, des Chinois découvrirent sur les bords de la baie d'Along des affleurements de charbon. Ils entreprirent l'exploitation de ce combustible pour l'essayer sur les canonnières de leur marine. Cela suffit pour que l'attention de M. Dupuis et du lieutenant de vaisseau Garnier fût attirée vers ces gisements dont la situation au bord de la mer favorisait merveilleusement l'exploitation. Ce sera une richesse merveilleuse pour la nation qui mettra ses mines en valeur. Le bassin houillé du Tonkin forme une bande presque continue, sur une longueur de 110 km environ parallèlement à la côte. Le bassin de Hongak s'étend sur une longueur de 10 km environ de l'est à l'ouest et une largeur de 8 km du nord au sud.
le bassin de Kebao occupe une superficie d'environ 180 km². Notons que l'on trouve un bon mouillage à Ongak, par des fonds de 9 mètres, et que l'entrée de la baie est praticable par presque toutes les marées et par tous les temps. Il est inutile d'insister sur le nombre considérable de demandes de concessions dont ces mines sont l'objet de la part de maisons françaises et même chinoises. L'importance de ces demandes va sans doute éveiller l'attention du gouvernement français. En même temps, le chargé d'affaires de France à Roué, M. Reinhardt, apprenait qu'une compagnie chinoise obtenait une concession pour 30 ans sur une mine de charbon située près de Nongson, sur le haut fleuve de Touran. Paris, janvier 1882, Léon Gambetta, président du Conseil des ministres des Affaires étrangères, avec le maquis Tan. Les mesures relatives à l'exécution du traité de 1874 ne concernent que les deux États signataires et en conséquence, nous n'avons aucune explication à fournir au gouvernement chinois. Nous n'admettrons pas que le gouvernement chinois vint contester un traité existant et déjà entré dans la période d'application depuis près de 8 années. Paris, février 1882, Charles-Louis de Chaussée de Freycinet remplace Léon Gambetta à la présidence du Conseil. L'amiral Jaurès Guibéry est ministre de la Marine. Il faut relever le prestige de l'autorité française amoindri par nos hésitations et nos faiblesses. Il n'est pas douteux que l'on trouvera ensuite un motif pour remonter le fleuve. Il ne s'agit pas d'une expédition militaire puisqu'il n'y a aucune force capable de nous résister. C'est politiquement, pacifiquement et progressivement qu'il faut opérer. Notre action me paraît devoir être localisée avec soin. Si nous ébranlions l'autorité du gouvernement et des fonctionnaires anamites, nous risquerions de nous placer en face de l'anarchie. J'ai vu avec satisfaction que les plus grandes précautions étaient recommandées à M. Rivière. 26 mars, départ de Rivière de Saigon. 4 avril, 15h30. Rivière fait une visite à Wang Diu Dong Dong, gouverneur général, escorté de 10 soldats, 2 officiels et du consul. Que signifie cette augmentation de troupes contraires au traité? Le gouvernement de la Cochinchine a quelques motifs de plainte. Monsieur Reinhardt, messieurs Courtin et Villeroy ont été insultés. Monsieur Fuchs, un savant français, n'a pas pu visiter le village de Moncey occupé par les pavillons noirs. La garnison française a été doublée parce que le gouvernement de l'Annam ne réprime pas ces nombreuses insultes faites par les pavillons noirs et n'est pas en mesure de s'opposer à eux. C'est là une violation du traité car il est dit que les deux pays se prêteront à un mutuel secours. Dès lors, la France est en devoir de protéger elle-même ses nationaux et de prêter à son allié des moyens d'action que celui-ci n'a pas. Voici pourquoi la garnison de Hanoï a été augmentée. 10 avril, Henri Rivière, père Landais et Monseigneur Puginière. Je suis pessimiste. Je crains fort que les événements ne se terminent pas pacifiquement. Voyez comme le pays a changé depuis l'époque de Garnier. La cruelle politique des massacres de 1874 a été efficace. La population reste inerte. Elle se laissera enrôler et entraîner contre vous, et les chrétiens en seront les premières victimes. Le départ des Français en 1874 a été suivi par le massacre de mes chrétiens, de l'incendie de nos maisons, de notre ruine complète. Vous n'avez rien fait pour empêcher nos malheurs. Au lieu de nous protéger, de nous soutenir, vous nous avez fait passer pour des rebelles auprès du gouvernement annamite. Vous n'êtes pas assez nombreux pour recommencer une expédition Garnier. Après l'expérience de 1874, la population ne marchera pas avec vous. Nous n'avons pas ces intentions. Vous devez donc soigneusement éviter de compromettre vos chrétiens. Mais nous sommes compromis par votre présence et votre action, et nous ne pouvons l'être davantage. Nous ne ferons aucune démonstration et ne comptons pas sur votre protection.
Je ne peux pas protéger efficacement les chrétiens du Tonkin, et le gouvernement de la République ne manquerait pas de vous lâcher à nouveau. Si nous sommes attaqués, nous nous défendrons partout où nous serons en nombre suffisant. Et comme nous n'oublions pas que nous sommes français, nous vous tiendrons au courant des nouvelles dont nous aurons connaissance. Saigon, ambassadeur alamite avec Charles Le Mire de Villers, gouverneur de Cochinchine. Le roi Tuduc est très déçu par le retour de ses présents au roi de Siam. Ces cadeaux ont été envoyés en violation du traité de 1874. J'ai dû les confisquer et les renvoyer à Hué. Nous sommes aussi extrêmement inquiets de l'envoi de M. Rivière à Hanoï et des événements qui pourraient en découler. Mes préoccupations à moi proviennent surtout de mon désir de ne pas en venir à l'action militaire. J'insiste sur la nécessité de vous départir de la méfiance que l'on nous marque. Je crois que c'est là pour le moment le seul vrai danger. Mon gouvernement va calmer le zèle intempestif du gouverneur d'Hanoï. Nous avons adressé au Tondoc de Hanoï l'ordre formel de cesser de faire des armements, d'arrêter la mise en état de défense de la citadelle. Nous lui avons demandé de licencier les milices. Je suis amené à croire qu'il est trop tard. Mais si l'on ne veut rien empêcher à Hanoï, en faisant désarmer les autres places, vous pourriez encore éviter que le conflit ne s'étende. J'ajoute qu'il est à craindre de voir le Tonkin envahi par toutes les bandes de Chinois vagabonds qui pullulent tout le long de la frontière. Des imprudents pourraient croire trouver en eux un secours contre un danger qui n'existe pas. En enrôlant Lu Wingfock, le prince Hoang s'est donné un maître et l'arrivée de nouvelles bandes chinoises le perdra irrémédiablement. Nous ne serons pas dupes de vaines démonstrations ou de vaines assurances, et nous ne nous laisserons pas tromper par les apparences. Le gouvernement français réglera sa conduite sur celle du gouvernement annamite. S'il demeure fidèlement et sincèrement notre allié, il peut compter trouver chez nous les mêmes sentiments. Citadelle d'Hanoï, le gouverneur Hong Dieu et Tongdaba, Guanan, chef de la justice, ont convoqué les mandarins. Le deuxième mois de cette année, 4 bateaux à vapeur français sont venus se concentrer. Leurs postes militaires ont reçu d'importants renforts. L'armée ennemie faisait mouvement, et le cœur du peuple en tremblait. Je me permets de penser que la citadelle de Hanoï est la gorge du Tonkin, que c'est une région très importante pour notre patrie. Si un jour la citadelle s'écroule comme de la terre qui se désagrège, alors les provinces disparaîtront les unes après les autres, comme des tuiles détachées. Dans une confrontation, nous n'avons aucune chance face aux Français. Faut-il ouvrir les portes pour que les ennemis puissent entrer librement? Il faut leur offrir une résistance passive. Le mécontentement contre les Français est général. Même les femmes et les enfants désirent la guerre. Nous devons retirer nos troupes. Ce sont les ordres du roi. De telles choses, quand bien même on me briserait les os et écraserait ma chair, je ne pourrais jamais me résigner à les accomplir. À 20 avril, Jules Rivière de la Mure et Alexandre Camille Jules Marie, le jumeau de Cacardec, poussent Rivière à prendre la citadelle. Devons nous maintenir dans la situation de paix légèrement armée sans risquer d'arriver à un éclat? Dès les premiers jours de mon arrivée à Hanoï, j'ai constaté les préparatifs de défense chaque jour plus sérieux que faisait la citadelle. La citadelle, avec sa garnison, représente aujourd'hui une menace que nous devons penser à écarter. M. Reinhardt à Hué va négocier son évacuation. L'hostilité des mandarins ne fait plus aucun doute. La citadelle se remplit de troupes. Prendre la citadelle, c'est enlever leur prestige aux mandarins. On affirme que le prince Hong Kevien concentre des troupes à Songte. On ne va pas attendre que leur supériorité numérique les décide à nous attaquer. Les Annamites sont divisés. Les plus lucides savent qu'ils ne peuvent lutter contre nous. Il n'y aura qu'à rendre la citadelle inoffensive en abattant les portes et en pratiquant 2 ou 3 brèches. Je vais faire remonter la fanfare d'Aifong à Hanoï. Avec la citadelle de Hanoï et quelques autres dans le delta, nous aurons le contrôle de la province. Nous pourrons alors établir une colonie de domination militaire. Je crois que les mandarins consentiraient à administrer pour nous.
Il y aura tout profit pour nous et aucune peine. On tourne doucement la vis et l'argent, comme l'influence, nous reste acquis. La cour de Hué, se trouvant isolée du Tonkin, sera notre tributaire. Je passerai à l'action après l'arrivée des troupes d'Aifong. Si je suis désavoué et renvoyé en France, je ne regretterai rien, mais ce sera un bien pour ma santé. Kakardec, avec Tongta Ban, le Quan An d'Hanoï, chef de la justice. Quand nous serons maîtres de la citadelle, ce sera pour vous l'occasion de prendre la tête du gouvernement et de diriger le Tonkin sans attendre les ordres de Hué. Si vous ne collaborez pas, nous abolirons la suzeraineté de l'Annan et le Tonkin appartiendra à la France. 21 avril, arrivée de la fanfare à Hanoï. 24 avril, les renforts d'Aifong arrivent à 16 heures. Les ordres sont lancés pour le lendemain. 25 avril 1882, le capitaine de frégate Henri Rivière s'empare de la citadelle d'Hanoï avec 575 hommes repartis en 4 compagnies d'infanterie de 100 hommes, 130 marins, 25 artilleurs et 20 tiradeurs anamites. 3 navires, la fanfare et les chaloupes, massures et carabines. 5 heures, un interprète anamite part à cheval remettre l'ultimatum de Rivière. La citadelle est désormais pour nos troupes un danger qui doit disparaître. Aussitôt, après avoir reçu cette lettre, vous donnerez à vos troupes l'ordre d'évacuer la citadelle après avoir déposé leurs armes et d'en ouvrir les portes. Pour gage que ces ordres seront exécutés, vous vous remettrez de votre personne entre mes mains, ainsi que le Tuan Fu, le Quan Bo, le Quan An, le De Doc, le Chan Lan Bin et le Fo Lan Bin à 8 heures précises du matin. Si à 8 heures précises vous n'êtes pas venu vous-même au consulat avec tous les mandarins, l'attaque de la citadelle par mes troupes commencera immédiatement. Je tiens la citadelle de la confiance de mon souverain. Il ne m'est pas possible de la rendre. Hong Dieu, le Tongdonk, gouverneur de Hanoï, se rend à la porte nord, prenant le bombardement. J'ai été impuissant devant les Français. Partez, gagnez la campagne et organisez-y la résistance. C'est depuis 3 ans que j'ai reçu cette mission. J'ai entraîné les soldats, fortifié la citadelle et le camp. Je n'avais pas seulement le souci de consolider les frontières, mais en même temps de prendre des précautions contre le cœur félon de l'ennemi. Et pourtant, le nid de l'oiseau a bien été fortifié, mais c'est le cœur du fauve qui provoque le drame. J'étais donc très inquiet. D'extrême urgence, je donnais des ordres aux diverses régions. Je présentais une requête à la cour, je demandais qu'on m'envoie des renforts qui, par chance, pouvaient encore arriver à temps. Mais alors plusieurs lettres de la cour me furent envoyées. On me reprochait d'amener l'armée comme une menace. On me punissait pour ces travaux de défense inopportuns. Respectueusement, je lus les ordres. Je sentis qu'ils étaient très rigoureux. Le peuple et les mandarins étaient au désespoir. Il était aussi difficile d'avancer que de reculer. Je sais bien que je n'ai pas assez de capacité pour décider par moi-même, et que je ne suis pas un grand mandarin. Pour pouvoir faire mon devoir en sortant de mon domaine, je me soumets donc craintivement, ayant l'habitude de ne pas refuser le sentiment des anciens qui révéraient le roi. Seul avec un serviteur, il se rend dans une petite pagode sur un tertre proche de la porte nord. Je ne puis rien te donner puisque je n'ai plus rien. Mais va trouver ma mère. Quand elle saura que tu es resté avec moi jusqu'à la fin, elle te donnera quelque chose. Faites jeter les canons dans les fossés, faites sauter les portes et ouvrez 4 grandes brèches au nord et à l'est. La pagode royale est mise en état de défense avec la construction d'un mur. Établissez un bon petit blocos dans la citadelle avec un chemin libre le reliant à la concession. Proclamation d'Henri Rivière. Venu au Tonkin pour protéger nos nationaux et châtier l'insolence des brigands chinois au du pavillon noir, nous étions déterminés à faire respecter le nom français.
Mais notre intention n'était pas, comme on a pu le croire, de nous emparer du pays. C'est la conduite répréhensible de l'ancien Tong Donghuin Dieu qui nous a forcés d'attaquer la citadelle de Hanoï. Nous avons donné ainsi la mesure de nos forces. Nous avons décidé que la citadelle serait d'abord désarmée, après quoi le gouvernement de la province sera remis à un mandarin éclairé. Nous désirons la paix, sauf avec les pirates et les brigands qui seront traités par nous avec la dernière rigueur. 15 heures. Le Quan'an, Tongtaban, arrive avec ses porteurs de parasols. Je puis vous assurer que la prise de la citadelle d'Hanoï n'a été qu'un incident fâcheux. Il a été causé par la maladresse et le zèle intempestif de Tongdok. Nous prenons la citadelle et les Anamites nous adressent des excuses en rendant responsable un pauvre diable rempli de courage qui s'est suicidé de désespoir. Il est avantageux pour nous qu'il se soit tué. Son courage et son influence auraient pu nous susciter des embarras, surtout qu'il se fût concerté avec le prince Wang qui a ouvertement à sa solde des pavillons noirs. J'accepte de prendre le gouvernement et je me charge d'apaiser la région pourvu que le pavillon anamite flotte encore sur la tour de la citadelle. Je n'espérais pas tant que de pouvoir remettre le gouvernement civil et la citadelle à un haut mandarin parent du roi. Je demande aussi de prendre 10 000 ligatures des trésors de la citadelle sans vous en donner de reçu. C'est entendu, mais tant que les pavillons noirs et le prince Wang n'ont pas été châtiés, je garde dans la citadelle la pagode royale. La parenté éloignée du Quan'an avec le roi ne lui assure aucun crédit. Il y en a tant de ces dérivés de princes. Je m'étonne qu'on attache quelque importance aux liens de famille de ce fonctionnaire. Il ne pèse pas 2 onces de plus qu'un autre. Le Tuan Pho avec le Quan'an, Tongtaban. Comment avez-vous pu accepter la citadelle sans le temple Tuanlong? Il y a là une importante question de prérogative royale. Opéra. Au temple du ciel, assis sur le trône d'or, les Français faisaient répaille avec les filles, les pagodes et les temples qui se trouvaient un peu partout. En quoi gênaient-ils les Français et pourtant ils les détruisaient de fond en comble. La statue du génie du trésor avait cessé d'être chose sacrée. Les Français la jetèrent au feu par dérision. La population dispersée demande à tout moment: y a-t-il des forces qui vont contre-attaquer les Français? On répète: le mandarin Hong, général en chef, attaque. Les pavillons noirs ont fait jonction avec les forces de Songhai et Anghua. On met en état les bouches à feu, les armes. Les sacrifices au drapeau accomplis, on mettra tout de suite les troupes en mouvement. Des bruits plus ou moins vagues courent dans le peuple. Demain, après-demain, le grand dignitaire sera de retour. On a les yeux rouges comme ceux de l'Ablette à force d'attendre. Le chant de l'énergie de Hanoï, automne 1882. Et voici ton tabac, le juge, frange d'or et feuille de Jeanne. Comme on nom depuis toujours les parents du roi, car il est à la fois de la famille royale et grand mandarin. Ne devrait-il pas employer tout son talent à servir le pays? Et il a osé vendre la magnifique Tanglong. Il n'a pas rempli son serment. Et cependant, il ramène encore sa face dans le monde. Ayant des intelligences chez l'ennemi, il a préparé ses plans sous prétexte de pourparler. Il sort que de malignité, que de talent, esquivant ses responsabilités, poussant les autres par des détours. Il offre ses services pour l'intérim dans la capitale. Le soir, autour de la table de roulette. Peut-être me suis-je laissé impressionner par mon entourage qui ne rêve que plaie et bosse. La prise de la citadelle est tellement contraire à l'esprit de mes instructions.
Était-ce indispensable? Les forteresses que l'on prend sans coup férir sont rarement redoutables. Non, elles ne le sont pas parce qu'on sait les prendre. J'ai fait ce que mon devoir me commandait. Je compte ce calme de conscience comme un élément de bonheur. Je suis heureux d'avoir 2 carrières. Je serai académicien et amiral. Le premier titre me fera obtenir l'autre facilement. J'ai pris Hanoï et la dysenterie. Je ne sais duquel des deux le ministère me tiendra le plus de compte. Le ministre m'a d'abord félicité, puis il s'est tu. La vérité est que je n'ai été ni très désapprouvé, ni très approuvé, parce qu'à Paris on ne sait rien du fleuve rouge. Ne se trouvera-t-il personne pour faire comprendre à la Chambre et lui expliquer comment et on peut prendre le Tonkin sans dépense d'hommes ni d'argent, avec un peu de patience et de suite dans les idées? C'est la colonie de domination la plus facile à établir. Il faut agir diplomatiquement le plus tôt possible à Pékin et à Paris. Appel de Tuduc à la Chine. Chez les ondes descendantes du Nia, les gens qui prennent les navires pour maison continue exprès leur séjour. Eux, qui sont les barbares d'extrême occident, viennent souvent causer des dommages à notre empire d'Annam, que, par leur effort redoublé, les troupes des 2 nations avisent sans cesse aux moyens de défense, afin que, du nord au sud, elles puissent se réunir en un seul corps d'armée pour livrer combat à ce troupeau d'un millier d'ennemis et les balayer entièrement. Organisons nos armées pour faire entrer en notre possession le territoire de nos 6 provinces perdues. Shanghai, Ernest Milo, ancien de l'expédition du Puy, avec Albert Bourret, ministre de France en Chine. Nous espérions, mon ami Dupuis et moi, repartir pour le Tonkin. Malheureusement, les changements des ministères Ferry et Gambetta ont retardé la solution de nos affaires. Je connais beaucoup M. Hanoto, sous-chef de cabinet de M. Gambetta, et qui a toujours été très sympathique pour le Tonkin. Le ministère Gambetta avait recueilli beaucoup de renseignements et, s'il était resté, avait décidé de remanier de fond en comble le personnel consulaire de Chine. Cher monsieur Bourret, il faut que nous parlions de vous-même. C'est un devoir pour moi. Vous savez que je suis tout dévoué et que vous pouvez avoir confiance en moi. Je dois donc vous dire toute la vérité en ce qui vous concerne. Sous le ministère Gambetta, il a été question de vous envoyer un remplaçant à Pékin. On vous a toujours fait passer pour un clérical, comme monsieur votre père. Chaque fois qu'il a été question de vous, en ma présence, vous pensez bien que j'ai pris votre défense. Je crois utile de vous donner tous ces renseignements parce que nous serions désolés de vous voir remplacer à Pékin. Monsieur Dupuis et moi, nous vous avons toujours soutenu de notre mieux et vous pouvez toujours compter sur nous deux. Nous avons maintenant un personnel excellent au consulat de Shanghai, Monsieur Flèche et Monsieur Frandon, choisis sur notre demande pour remplacer Monsieur Laser, incapable, et Monsieur Frandin en remplacement de Monsieur De Bielk, qui ne voyait que par les jésuites. L'ambassadeur Bourret, in petto. Comment le ministre peut-il se laisser influencer aussi facilement par des intrigants? Si le ministère Gambetta était resté, notre affaire du Tonkin serait terminée. Cela nous a occasionné un petit retard. Monsieur Jules Ferry, président du Conseil, a engagé Monsieur Dupuis à attendre la solution des affaires politiques au Tonkin, en lui disant qu'on trouverait là des éléments suffisants pour l'indemniser sans prendre l'argent de la France. Monsieur Dupuis a cru bien faire d'accepter les propositions du gouvernement. Nous sommes donc entrés en pourparlers pour trouver des moyens d'arrangement avec le gouvernement. 9 mai 1882, Pékin, Zhongli Yamen. Avez-vous des nouvelles du Tonkin? Les journaux nous apprennent que vous y avez envoyé un millier d'hommes pour y conduire des opérations contre les pavillons noirs et que vous préparez une attaque de la citadelle de Hanoï. Je n'ai reçu aucune information à ce sujet, ni de Paris, ni de Saigon. Il s'agit seulement de mesures prises en conformité avec nos accords de huée pour assurer la police sur le fleuve Rouge. Est-il vrai qu'une escadre chinoise a été envoyée au Tonkin? Non.
C'est inexact, mais des troupes impériales ont été échelonnées le long de la frontière en territoire annamite pour empêcher l'arrivée des bandes insurgées que vous nous dites poursuivre. Albert Bourret avec le vicomte de Sémalais, attaché de première classe à la légation de France à Pékin. Pourquoi laisse-t-on la légation démunie de toute information sur les événements qui se passent au Tonkin? On sera très philosophe ici sur ce que nous croirons devoir faire au Tonkin, pourvu que nous ménagions des susceptibilités qui semblent avoir nul souci de devenir agressives. 10 juillet, Hanoï demande de restitution de la pagode royale. Tantaba, qui a accepté la restitution de la citadelle sans la pagode royale, vient d'être arrêté par ordre du roi Todok. Sa Majesté nous adresse de vifs reproches, car il aura bientôt une fête royale, la naissance du roi à célébrer dans la pagode au mois d'octobre. La pagode est un endroit sacré, où on adore le ciel et honore le souverain. Elle n'est pas un lieu pour loger la troupe. Le moment n'en est pas encore venu. En France, nous tenons nos soldats dans une grande estime. C'est Dieu qui donne la victoire aux armées, et ce sont les soldats qui défendent le souverain. L'abri momentané qui trouve les soldats ne peut offenser ni la maison de Dieu, ni le palais d'un souverain. Rivière avec son état-major. La pagode nous est nécessaire ici. C'est pas elle que nous occupons vraiment, la ville et la province, c'est que nous conservons notre prestige sur les populations. Il y aurait d'ailleurs à craindre que les pavillons noirs l'occupassent. S'il n'y avait que les anamites en cause, la question serait vite réglée. Mais derrière eux se trouve la Chine. Je ne crois pas qu'elle soit disposée à intervenir, mais elle n'abandonnerait pas ses droits de suzeraineté. La cour de Hué, en appelant chez elle les Chinois, a commis un véritable suicide et a prononcé la déchéance de la dynastie des Nguyen. Pékin, août 1882. La présence des Français au Tonkin et la faiblesse de la cour d'Annam à leur égard constituent une vraie menace pour l'Empire. Nous n'avons aucune garantie des Français sur leur intention et la limite de leur intervention. Nous pouvons compter au Tonkin sur d'anciens rebelles Taiping connus sous le nom de pavillons noirs. Malgré leur valeur, les pavillons noirs restent peu nombreux et mal armés. Il est donc absolument nécessaire d'y envoyer plus de troupes. Je demande à être envoyé dans les provinces du Sud pour organiser l'armée impériale. 23 août. 400 soldats chinois passent à la frontière en Jonque à Lao Cai et vont s'installer à Tan Quan au-dessus de Huang'an. 24 août. Henri Rivière envoie la fanfare dans la rivière Claire pour bloquer les Chinois. Mais une reconnaissance de la surprise apprend que les Chinois occupent déjà Song Tai et Bac Ninh. Nous sommes l'avant-garde de troupes nombreuses. Nous passerons malgré vous. La Chine vient au secours de l'Annam contre les Français, comme un père au secours de son fils blessé. Le mire de Villers. Il faut éviter toute complication avec les Chinois. Laissez-les passer, bornez-vous à un rôle d'observation. 10 septembre 1882, Henri Rivière réunit ses officiers. Le mouvement chinois s'est rapidement accentué en se resserrant autour de nous. Des canonnières chinoises armées de canons Armstrong sont à Pak Hoi et de là pourraient venir à Haiphong. Les places occupées sur la rivière Claire par les troupes régulières chinoises sont Thuyen Kong, Phu Duan Hung, Phu Ninh, Dong Van, Tai Nguyen et Bac Ninh. La Chine occupe aujourd'hui les principales places du nord du Tonkin et des deux rives du fleuve Rouge. C'est là le fait accompli. Divers motifs auraient déterminé ce mouvement des troupes chinoises. Les troupes chinoises viendraient en Hannan
pour le cas où on aurait l'intention de tenter quelque entreprise nouvelle et pour nous attaquer d'un commun accord avec les pavillons noirs et les mandarins du pays. Un renseignement parle d'un mouvement en avant et peut-être d'une attaque le 12 septembre. On ne sait vraiment en ce pays que ce qu'on voit de ses yeux et ce qu'on touche de ses mains. Les renseignements qu'on se figure d'obtenir sont en baudruche. Ils se crèvent et s'aplatissent au premier coup d'épingle de contrôle qu'on leur donne. Où ce serait pour s'emparer au profit de la Chine des provinces septentrionales du Tonkin? L'Annam va payer très cher de son argent et de son indépendance le secours paternel que lui donne la Chine. Le bruit court qu'on s'est arrangé à Paris avec la Chine et que nous allons nous partager le Tonkin, en lui laissant la rive gauche du fleuve Rouge et en gardant la droite. Ce ne serait pas si bête de la part de nos diplomates, aussi je n'y crois pas. Si nous étions obligés de nous défendre, il faudrait agir avec une extrême énergie. Après une sévère correction, les Asiatiques nous laisseraient en repos pendant quelques mois. Une guerre de la Chine avec le Japon ou la tranquillité européenne nous permettrait de prendre à notre aise l'offensive au Tonkin. Mais l'état politique en Europe permet moins que jamais d'engager une politique autre en Indochine. 11 septembre, entrevue du Tuan Phu d'Hanoï avec Henri Rivière. Je crains un conflit avec les Chinois. Je ne peux exclure qu'ils ne tirent sur vos canonnières si elles circulent sans prévenir. La circulation est libre sur le fleuve, nos navires continueront leur mouvement comme par le passé. Que ferez-vous s'il venait beaucoup de Chinois réguliers à Hanoï? Je les recevrai à coups de fusil. Pour nous, ce sont des pirates, mais nous les traiterons comme tels s'ils se mettent sur votre route. Rappelez-vous qu'il n'y a à Hanoï qu'un seul mandarin militaire, moi. Et que le jour où vos Chinois m'ennuieront, c'est moi qui les mettrai à la porte. Je vais prendre les magasins à riz vides de la citadelle pour loger les troupes. C'est là encore un nouvel acte d'oppression. La population va se révolter. 18 octobre, à Pékin, au Zhongli-Yamen, le prince Kong et Albert Bourret. Depuis plus de 10 ans, l'Annam a été le théâtre des ravages par les rebelles tels que Wang Chongqi et Li Hongzhou, et la Chine y a envoyé à plusieurs reprises des troupes du Guangxi pour y aider à l'extermination de ces rebelles. Ceux-ci ont été pacifiés par des troupes commandées par Tan Zhe-si, Lu Zhiping, et d'autres se sont retirés dans les lieux bien défendus, d'où ils sortent pour faire des incursions. La Chine a le devoir strict de les faire disparaître et de rendre la paix à l'Annam et d'assurer ses propres frontières. Aussi les troupes du Guangxi sont-elles en ce moment cantonnées dans les provinces annamites de Caobang, Lansong et Backnine. Aucun soldat chinois a été envoyé dans les environs immédiats d'Hanoï occupés par les troupes françaises. Les rebelles n'ont pas été annoncés comme complètement détruits. 21 octobre, le Conseil des ministres accepte la ligne de Joré-Guberry malgré l'opposition du président Grévy qui veut pas d'une conquête du Tonkin. Joré-Guberry est appuyé par Duclerc, ministre des Affaires étrangères et président du Conseil. Il faut agir pour assurer notre domination au Tonkin et fermer les frontières aux incursions des bandes irrégulières chinoises. Il faut la présence permanente de 3000 hommes de troupes françaises et d'un pareil nombre de troupes indigènes. Mais il ne faut pas se dissimuler les difficultés inhérentes à l'entreprise. S'emparer du Tonkin est chose militairement facile, le conserver l'est beaucoup moins. La conquête de la Cochinchine ne nous a coûté que des sacrifices d'hommes relativement peu considérables et nous l'avons occupée avec une poignée de soldats et de marins. Il faut maintenant 6000 hommes pour la garder. Le but à atteindre est l'établissement d'un protectorat complet avec perception des impôts. Il faut l'introduction du mot protectorat dans le nouveau traité.
L'administration sera confiée à un commissaire du gouvernement. L'administration locale restera entre les mains des mandarins anamites. La douane passera sous notre contrôle. Je suis tout prêt à me joindre à vous à l'effet de demander aux chambres les crédits nécessaires pour subvenir aux frais d'expédition et d'occupation. Quelle est l'influence de la Chine qui semble suivre d'un œil attentif nos progrès dans un pays sur lequel elle a toujours revendiqué pour elle-même la suzeraineté? Oui, reste la question des prétendus droits de la Chine à la suzeraineté de l'Annam, droits que le Céleste Empire a essayé de faire valoir il y a quelque temps en envoyant au Tonkin pour y rétablir l'ordre des forces militaires dont une partie est encore en ce moment cantonnée dans ce pays. Vos dernières communications me font croire que les intentions du gouvernement chinois seraient moins pacifiques qu'on pouvait le supposer d'abord. Il s'agit surtout de déterminer une abstention de la part de la Chine. Commission du budget de l'Assemblée. À mon avis, l'aventure tonkinoise est détestable et inexécutable. J'ai fait ce que j'ai pu pour l'empêcher. Un instant, j'ai cru avoir réussi. Dès 1877, j'avais demandé au duc de Cazes le retrait de nos garnisons du Tonkin et la dénonciation des traités, ce qui a été refusé. J'ai vu avec douleur les événements qui se sont passés. La situation tient à un brusque revirement dans la politique du gouvernement qui, autrefois, ne voulait pas de l'annexion ou de l'occupation et qui subitement les a ordonnés. Que pensez-vous des événements qui se passeraient en Cochinchine en cas d'évacuation du Tonkin? Il n'y a absolument rien à craindre pour la Cochinchine, mais le gouvernement de la Cochinchine a provoqué un tel mécontentement qu'une insurrection est possible. Dans tous les cas, ce ne serait pas l'évacuation qui la provoquerait. On a manqué de parole à ces populations. On les a pressurées, accablées d'impôts. Ce serait la cause véritable d'une insurrection si elle éclatait. Et au Tonkin? Vous avez vu que l'occupation n'empêche ni les massacres ni l'insurrection. La vérité est qu'il faut négocier à nouveau et que la cour d'Annam, à la suite de la satisfaction qu'elle éprouverait de l'évacuation, négocierait très volontiers dans d'excellentes conditions. L'évacuation peut-elle se faire tout de suite? Je ne le crois pas. Ne faudrait-il pas ne pas parler de l'évacuation jusqu'à ce qu'un nouveau traité soit possible? Si le Parlement décide qu'il y a lieu de réviser les traités existants, il s'écoutera un temps plus ou moins considérable pendant lequel les troupes resteront sur les bords de la mer. C'est une question très grave. Un agent diplomatique pourrait, s'il était habile, modifier sans peine les traités anciens. Il faut avant tout un bon diplomate à Pékin et à Hue. La renonciation à l'occupation et au protectorat permettrait à la Chine d'ouvrir ses ports au commerce européen. Je crois tout ça très acceptable et facile. Ce serait selon moi la meilleure des solutions. Le protectorat du Tonkin, c'est le protectorat de l'Annan et du Tonkin. C'est très difficile. Comment l'exercez-vous? Il faudra une quantité énorme de représentants. Des fonctionnaires en masse. Le protectorat est facile dans les petites régions, mais dans les contrées aussi étendues, il se heurte à des difficultés énormes. Vous manquez déjà d'administrateurs en Cochinchine. Où en trouverez-vous pour le Tonkin? Vous n'êtes pas en état de protéger. Vous n'avez qu'une seule porte de sortie, révisez les traités et quittez le Tonkin en vous concentrant en Cochinchine. Si l'on n'avait pas bouleversé cette admirable colonie, si l'on n'y avait pas jeté le désordre, on aurait là un pays qui ne coûterait rien à la métropole et qui ferait l'admiration de l'Europe. La Cochinchine est un établissement militaire, un point de ravitaillement nécessaire, ce n'est pas une colonie pouvant produire. Voilà comment il faut considérer la question, mais on a prodigué l'argent en travaux publics inutiles. C'était le contraire de ce qu'il aurait fallu. Quand en 1844 les Anglais ont fait l'expédition de Chine, quand ils ont exigé l'ouverture de la Chine au commerce européen, est-ce qu'ils ont mis des garnisons dans les villes chinoises? Nullement. Ils ont seulement stipulé que les villes seraient ouvertes au commerce de l'Europe. Pourquoi garantirions-nous la sécurité des négociants qui iront au Tonkin? Il n'y a pas un seul négociant français. Si la France va au Tonkin, avec l'occupation, qu'arrivera-t-il? C'est que les commerçants français qui pourront s'y établir seront simplement les fournisseurs des troupes françaises. Ils leur vendront de mauvais absinthe et de mauvais vin. Ils empoisonneront nos troupes.
Je défie qu'on me cite un Français pouvant gagner au Tonkin. Dans l'industrie seulement, de quoi payer son passage pour revenir en France. Vous travaillez pour les Allemands et les Anglais? Vous avez en Cochinchine un seul commerce d'exportation, celui du riz. Vous n'en avez pas d'autre, et ce riz est tellement mauvais que personne n'en a jamais vendu en Europe. 3 novembre à Pékin, au Zhongli-Yamen, le prince Kong avec Albert Bourret. La prise de la citadelle de Hanoi est en contradiction avec les vues aussi modérées que vous nous aviez dépeintes. Quelles sont vos intentions réelles au Tonkin? Je vous assure de l'intention du gouvernement français de ne pas conquérir le Tonkin, mais d'en assurer la police dans l'intérêt de la France comme dans celui de tout le monde, la Chine comprise. Je souhaiterais qu'avant de poser les bases d'une négociation, les troupes impériales soient retirées du Tonkin. L'Annam est la barrière de l'Empire et bien située en dehors, nous ne pouvons pas l'abandonner. Depuis la révolte de Liangcai en 1878, nos troupes occupent encore certains points indispensables à Langson et Caobang. 23 octobre. Le pays est en armes, les bruits les plus fantaisistes circulent, en réalité nous ne savons rien de ce qui se passe à 10 lieues. Mon avis est que ce n'est pas à Hué que la situation doit se dénouer. Elle doit être débattue entre Paris et Pékin. Nous ne pouvons tolérer la présence d'aucun soldat chinois dans la vallée du fleuve Rouge. Il faut en finir avec la question chinoise et mettre maintenant la cour de Pékin en demeure de retirer ses troupes. Et faire réfléchir le vice-roi de Canton, qui semble confondre ses intérêts commerciaux avec la politique de la cour de Pékin. Je doute que le ministre de France en Chine ne se soit jamais donné la peine de se bien renseigner tant sur les événements du Tonkin. J'ai constaté sans étonnement cette désinvolture suffisante, cette ignorance complète et cette légèreté de ton qui semble le signe distinctif de la plupart de nos diplomates à l'étranger. Nos troupes devront arrêter tout soldat chinois qu'elles trouveront. En cas de résistance, vous les fusillerez. L'emploi de la force peut nous mener plus loin que nous ne voudrions. Il en peut sortir une guerre avec l'Annam et avec la Chine. L'Annam préférera courir le risque de devenir une simple province chinoise plutôt que d'accepter notre protectorat. Les Chinois sont les frères aînés, nous sommes les barbares. 20 novembre, le Mire de Villers, en désaccord avec Jaurès du Berry, est relevé de ses fonctions. Eh bien le voilà, lui, qui avait rêvé d'être duplex et qui va finir comme Lali Tollendal, l'échafaud prêt, heureusement. Hanoï, Henri Rivière, devant la fleuve rouge, travaille sur son roman Édith. Je fais de la marine, de la politique, de la guerre, cela ne me dérange pas. Distrait un peu. C'est si facile, les choses sérieuses. L'imagination et la paresse, voilà ce qui remplit les longs jours qui sont très courts. J'ai une philosophie tranquille qui s'attend à tout et s'y résigne. Pékin, 24 octobre. Albert Bourret, ministre de France à Pékin, avec de Semalais. Un pareil arrangement est détestable et nous ferait perdre les principaux fruits de notre politique. 28 novembre. Albert Bourret, ministre de France à Pékin, avec de Semalais. Monsieur Lemire ne voulait pas me tenir au courant des affaires du Tonkin sous le prétexte que la Chine dut en être écartée sans discussion. Maintenant, Monsieur Lemire de Villers demande au commandant Rivière de faire tirer sur les troupes impériales. Je suis stupéfait. Monsieur Lemire de Villers sous-estime complètement les forces militaires de la Chine et reste dans les souvenirs de Palikao. C'est donc la guerre avec la Chine que le gouvernement de Saigon vient de décréter là. Il n'y a plus aucune illusion car la Chine est prête à défendre militairement son influence et ses intérêts au Tonkin. On ne comprend pas à Paris la gravité de la situation. Si nous n'arrivons pas à une entente avec la Chine au sujet du Tonkin, elle nous y devancera et nous en disputerait la possession par les armes. Plus de 10 000 hommes des troupes impériales venues du Guangxi et du Yunnan sont déjà rentrés au Tonkin. Ces troupes ne sont que l'avant-garde d'une armée de 30 000 hommes disciplinés, formés par des instructeurs allemands et pourvus d'un matériel moderne. Si nous n'arrivons pas à un arrangement amiable,
La Chine va en venir à une guerre à laquelle nous ne sommes pas préparés, et nous serons écrasés à Hanoï. Seul un partage de la région nous éviterait d'avoir à la conquérir les armes à la main. Paris, début décembre, en Conseil des ministres à l'Élysée, Jules Grévy craint une crise ministérielle que pourrait provoquer la demande au Parlement d'un crédit supplémentaire. Une démonstration navale devant Hué et des renforts envoyés au Tonkin briseront les dernières résistances de la cour annamite. Quels seraient ces renforts? Le corps expéditionnaire comprendra 3000 hommes de troupes françaises et 3000 hommes de troupes indigènes pour un budget de 10 millions. La Chambre veut à tout prix la paix et a refusé 9 millions et 4000 hommes pour défendre nos droits en Égypte. Pour le Tonkin, elle ne se montrera pas plus généreuse. Dans l'état d'esprit actuel de la Chambre, un tel projet conduirait à la chute du cabinet. Jules Grévy saisit une feuille blanche et commence à écrire sa démission. Puis, il se ravise, jette la lettre dans la cheminée et quitte le conseil. Il s'est mis à rédiger sa démission, mais comprenant que je l'aurais accepté, il l'a mis dans sa poche. Au ministère des Affaires étrangères, le ministre Charles Duclerc, avec Albert Billot, directeur des affaires politiques. Joret-Guibéry ne changera pas une ligne de son projet et c'est la fin du cabinet. Allez le voir, expliquez-lui qu'il est prématuré de provoquer un débat à la Chambre. Albert Billot avec l'amiral Joret-Guibéry et François Fournier, capitaine de frégate, attaché comme officier d'ordonnance ou vice-amiral Joret-Guibéry. Sans demander de crédit, on dispose encore d'1 millier d'hommes, en imputant ces mouvements sur le budget ordinaire. C'est insuffisant. Ce n'est qu'une demi-solution qui donnera aux Anamites le temps de se fortifier. La prise de Hanoï était une occasion favorable pour nous imposer. On ne peut pas laisser le commandant Rivière sans renfort. Le transport Corrèze est à Toulon et n'attend qu'un ordre pour partir avec 500 hommes. Tianjin, 20 décembre 1883, Li Hongzhang avec Albert Bourret. Avez-vous aucune communication à me faire relativement au Tonkin? Notre présence au Tonkin consiste à y assurer l'ordre dans les conditions du traité de 1874. J'ai reçu du Yamen l'ordre formel de vous parler du Tonkin pour bien préciser la situation de la Chine. Vous refusez la reconnaissance de notre droit de suzeraineté sur l'Annan. Ce droit, il est pourtant éclatant et incontestable. Il a pour lui la consécration d'une tradition qui m'a jamais été interrompue. À chaque changement de régime, le souverain de l'Annan reçoit l'investiture de l'empereur de Chine. Il nous envoie tous les 2 ans une ambassade chargée de payer le tribut. Il y a 4 ans, quand le Tonkin a été désolé pour des bandes rebelles, c'est à nous que le roi Tuduc s'est adressé pour être délivré de ces bandits. Vous n'avez pas réclamé alors, c'était cependant le cas d'exercer votre protection. Quand nous avons pris à notre charge la destruction de Li Hongzhou et de ses complices. Vous nous opposez votre traité de 1874, mais ce traité a été fait sans nous. Nous ne nous sommes jamais engagés à le respecter et quand il a été notifié à Pékin, vous savez bien que des réserves d'express ont été faites en ce qui concerne cet état de vassalité que vous ne voulez pas reconnaître et le droit qui nous constitue de nous mêler des affaires du Tonkin. Mais ce traité, savez-vous, ce que l'Annan en pense et ce qu'il nous répète sur tous les tons. Il déclare qu'il a signé sous le couteau et qu'il proteste contre le parti qu'on prétend tirer contre des engagements arrachés par la violence.
Les postes chinois des frontières ont été renforcés et se sont avancés dans le Tonkin. Un corps d'armée assez nombreux est parti du Yunnan et s'est porté sur le fleuve Rouge. Toutefois, les commandants de ces troupes ont reçu des instructions précises pour s'écarter de vos colonnes et pour éviter tout conflit. C'est un état qui ne doit pas se prolonger et il s'agit d'arriver à conclure un accord également acceptable pour nos deux pays. Vous savez que ce que nous voulons, c'est assurer la libre navigation du fleuve Rouge, qui sera surtout profitable à la Chine. Et nous comptons sur le concours du gouvernement chinois qui doit en bénéficier le premier. Nous répudions tout projet de conquête. La Chine n'a pas l'intention de mettre obstacle à votre entreprise. Vous me répondez au début de la conversation que vous n'avez rien à me dire sur le Tonkin et que vous n'avez rien reçu de Paris. Quand votre ambassadeur, le marquis Cheng, se rend à votre ministère des Affaires étrangères, on lui répond que c'est à vous que nous devons nous adresser. C'est une situation que nous ne pouvons plus accepter. Pour y mettre fin, je propose la reconnaissance de la protection française au Tonkin, sauf sur une zone au nord d'une ligne entre le fleuve Rouge et les frontières de la Chine. À la légation de France à Pékin, entre Albert Bourret, ministre de France, avec de Sémalais. La guerre avec la Chine semblait inévitable. Je crois maintenant que le danger est écarté. Après une résistance opiniâtre, le gouvernement chinois consent à rappeler ses troupes du Tonkin. L'ordre de retraite a été expédié par courrier rapide au Guangxi et au Yunnan. Le résultat dépasse tout ce que j'avais osé espérer. Dans les relations avec les gouvernements, comme dans les rapports entre individus, une bonne transaction vaut mieux qu'un procès. Surtout quand ce procès doit se plaider au bout du monde, à coups de canon et dans un pays à peine connu. En ménageant les susceptibilités et l'amour-propre du gouvernement chinois, j'ai pu arriver sans peine à m'entendre avec lui pour obtenir l'ouverture du Yunnan et la reconnaissance de notre protectorat. Ouais, janvier 1883, Tang Jinsong rencontre le ministre Nguyen Van Thuan. Je vous assure de l'appui sans réserve de votre suzerain. L'empereur ne cédera rien aux Français. 2 février 1883, lettre de Renard à Rivière. Monsieur Bourret, approuvé par Paris, fait un traité très bête. Je crois que par ce traité, nous allons avoir tout le Tonkin riz, tandis que la Chine aura le Tonkin mine. Quant aux mines dont nous ne disposerons pas, elles enrichiront la Chine, les Anglais, les Allemands. Et dire que tout aurait été si facile et le serait encore si on voulait, mais je préfère m'abstenir de toute récrimination, elle ne servirait à rien. Je vous lis la lettre de monsieur Reinhardt. La grande compagnie chinoise de navigation a demandé l'ouverture à son profit de Dong Trieux. Elle a demandé aussi l'autorisation de construire de ce côté une grande sucrerie, et enfin elle a demandé la concession des mines de charbon. Il s'agit de celles qui ont été étudiées en janvier 1882 par M. Fuchs. Les autorités provinciales, gagnées sûrement par les agents de la compagnie, se montrent favorables à ces demandes. Nous avons donc à craindre de voir ces mines passer prochainement aux mains des Chinois si nous ne nous hâtons pas de mettre la main dessus d'une façon quelconque. On pourrait concéder l'exploitation à notre profit, on pourrait se réserver à de bonnes conditions le charbon nécessaire pour tous nos navires et nos transports qui pourraient ensuite ne plus relâcher à Singapour. L'expérience de 1870 nous a montré combien il est urgent de nous assurer un approvisionnement de charbon dans ces mers-ci et en tout temps. Si nous ne voulons pas voir se perdre pour nous la dernière chance d'avoir du charbon, il faut nous hâter et ne plus perdre de temps. Je suis absolument certain qu'on ne nous concédera jamais rien volontairement. Jamais, jamais nous n'obtiendrons quoi que ce soit à l'amiable.
il nous faudra toujours prendre ce que nous voudrons obtenir ou imposer nos volontés. 8 mars, 15h. Henri Rivière reçoit pendant 2 heures la visite de Henry Rock, venant de Hong Kong. Les frères Rock ont une ligne de bateaux entre Haiphong et Hong Kong et fournissent des vivres au corps expéditionnaire français. Je reviens de Hong Kong avec une nouvelle inquiétante. Monsieur Bourré s'est laissé berner par Li Hongzhang et mène une politique anti-française à Pékin. En traitant avec Li Hongzhang, Monsieur Bourré traite surtout avec le propriétaire de la China Merchant Steam Navigation Company. Li Hongzhang est en instance à Hue pour obtenir la concession des mines de charbon à Honghe, reconnues en 1881 par le géologue Fuchs. En effet, j'ai reçu une lettre de Monsieur Reinhardt, notre résident à Hue, m'informant de tractations suspectes de la China Merchants. Il faut à l'encontre de ce qui résulterait du projet Bourré, nous garder au moins une partie du Tonkin Mine. Il faut que nous soyons là le premier occupant. On dit aussi que dans cette affaire, la China Merchants ne serait qu'un prête-nom et que aussitôt la concession obtenue, elle la céderait à une compagnie anglaise dans laquelle le vice-roi aurait de gros intérêts. Hongai est concédé par le gouvernement de Hue à une grande compagnie chinoise et rétrocédé par elle à une compagnie anglaise avant que notre pavillon ne soit là. C'est l'Angleterre à la porte de notre Tonkin et notre dépendance vis-à-vis d'elle. C'est aussi la richesse et la ressource du charbon qui nous échappent. Il n'y a pas une minute à perdre pour faire échouer cette combinaison. Les mines de Honghe dont la richesse est certaine sont le dernier espoir que la France puisse avoir du charbon à elle en Extrême-Orient. Cela est de la plus haute importance stratégique. Vous devez intervenir immédiatement pour sauver la situation s'il n'est pas trop tard. Je n'ai rien dans mes instructions qui m'autorise une prise de possession. Allons-nous encore reculer devant les Anglais et les Allemands? Que faisons-nous au Tonkin si nous laissons les Anglais s'installer dans nos mines? Je n'ai à prendre de conseils que de moi-même et je ferai ce que j'estime être mon devoir sans que d'autres considérations entrent en ligne de compte. Le traité que propose M. Bourré abandonne le Tonkin Mine, c'est-à-dire l'industrie et la richesse à la Chine et ne nous laisse que le Tonkin riz. Nous n'avons pas besoin des riz du Delta pour faire concurrence à ceux de la Cochinchine. Même si les mines de Hongai sont encore sommairement explorées, on peut soupçonner que la vraie richesse du pays est dans le sous-sol. Ce ne sera jamais en traitant que l'on obtiendra quoi que ce soit, il faut parler en maître, ce à quoi on est peu disposé à Paris. Je dis que la Chine est peu de choses, c'est une fantasmagorie officielle chinoise qu'on a fait passer sous les yeux de notre trop confiant ministre. Le vice-roi, protecteur intéressé de la compagnie, a pu montrer le côté non éclairé de cette lanterne magique à M. Bourré. Il a laissé l'autre côté non éclairé par la cour de Pékin, c'est ainsi qu'on a répondu au Tonkin des troupes cantonaises. Ces troupes n'ont rien qui puisse nous troubler ici et ne doivent pas entraver notre marche en avant. La Nam n'est rien, la Chine peu de choses et l'Angleterre a trop à se faire pardonner l'Égypte par nous pour nous gêner ici. Notre pavillon va être planté à Hongai sans délai. Ce qu'il convient d'occuper, c'est le côté ouest. On commande à la fois la baie de Hongai et les mines. On bat toute la baie d'Along et on en interdit le séjour à tout navire gros ou petit. C'est la clé maritime du Tonkin et la main mise sur les mines. Commandant de Villiers, vous partez demain matin, 9 mars 1883, avec le Parseval et 100 hommes pour prendre possession et garder le gisement houillé de Hongai, et vous y construirez un poste fortifié. À titre conservatoire, j'ordonne la saisie des locaux et les marchandises appartenant à la China Merchants Steam Navigation, compagnie de Li Hongzhang. Comme ce gouvernement qui ne se décidait à rien m'ennuyait, et comme il avait eu l'imprudence de m'envoyer 500 hommes, je me suis mis à faire de moi-même ce qu'il ne se décidait pas à me faire faire. J'ai pris possession de toute une contrée minière dont on m'avait fait grande envie, mais qu'on hésitait à prendre. 21 février 1883, fin du cabinet de Charles Duclerc, remplacé par Jules Ferry. Ministère de la Marine et des Colonies, entre l'amiral Juré-Guibéry,
et son officier d'ordonnance, François Fournier. C'est le moment de nous dire adieu. 2 commandements de votre grade sont actuellement à pourvoir. L'un dans l'escadre de la Méditerranée, l'autre sur le croiseur Volta pour renforcer notre division navale de l'Extrême-Orient. Je vous donne 24 heures pour choisir entre les deux. Mon choix est tout fait. C'est le Volta dont je vous demande instamment le commandement. Vous avez raison. Je ferai de même à votre place. Il faut toujours marcher au canon. Début mars 1883, Charles Brun, nouveau ministre de la Marine et des Colonies, avec le ministre des Affaires étrangères Chalmey-Lacour. Il paraîtrait que le traité Bourré reconnaît le droit de suzeraineté de la Chine. Notre ligne était de ne reconnaître aucun droit d'intervention de la Chine dans nos affaires avec la Cour de V. Il y a là une politique nouvelle. C'est là une doctrine contre laquelle le département de la Marine et des colonies proteste de la manière la plus formelle. La ligne adoptée entre nos 2 départements a toujours consisté à ne reconnaître aucun droit de la Chine dans les affaires avec la Cour de V. De toute façon, le gouvernement a décidé du principe de l'occupation du Tonkin. Pékin, Albert Bourret lit le télégramme de Chalmey-Lacour. Paris, 5 mars. L'arrangement dont vous avez pris l'initiative au sujet du Tonkin consacrerait au profit des Chinois des concessions auxquelles il ne nous convient pas de souscrire. Pour bien marquer notre sentiment à cet égard, je me vois dans la nécessité de mettre fin à votre mission. En attendant vos lettres de rappel, vous vous appliquerez à établir que notre décision n'implique aucune pensée d'hostilité contre la Chine. Mi-mars 1883, le mandarin chinois Trong Jing-sung rencontre Lu Wen-fo à Sontai. Je reviens du Yue, j'ai pu que constater le peu de compatibilité des Vietnamiens. L'empereur d'Annam est incampable. Il n'y a plus aucun espoir que la cour de US ressaisisse. Je ne vois plus qu'une issue, éliminer les mandarins fidèles à du duc et prendre leur pouvoir au Vietnam. Les pavillons noirs ne peuvent pas faire confiance aux Vietnamiens. Vous serez bientôt seul face aux Français. Rangez-vous aux côtés des troupes impériales. L'empereur donne son amnistie aux pavillons noirs et vous laisse occuper toute la région entre le fleuve Rouge et la frontière chinoise. Vous seul pouvez sauver la situation en fondant un royaume vassal de la Chine. Il vous suffit de prendre Hanoï et de vous proclamer roi du Tonkin. 30 mars 1883, à la demande du vice-roi Li Hongzhang, le vice-roi rencontre une dernière fois l'ambassadeur Bourret. Le gouvernement a repoussé nos propositions et refuse la rectification des frontières. Je suis démis de mes fonctions et rappelé à Paris. Ainsi, on vous a puni pour avoir consenti à traiter avec la Chine. Le gouvernement français semble nous parler en ami, mais agit avec nous en ennemi. Avec M. Ferry, la politique française se trouve sous la domination totale des affairistes qui n'ont qu'un seul objectif, la ruée sur les peuples sans défense afin de confisquer leurs biens. Vous savez bien que dans la zone neutre que nous avons négociée se trouvent les mines les plus riches du Tonkin. Il s'est formé depuis quelques années en France un syndicat de spéculateurs qui se sont arrogés la propriété des affaires du Tonkin. Ils ont subventionné la presse et créé en Chine, à Saigon, comme au Tonkin, des agences de fausses nouvelles destinées à servir leurs projets et à influencer l'opinion publique dans un sens qui n'a rien de commun avec ce que conseille ou réclame l'intérêt même de la France. Le gouvernement français est désormais à la merci de ces spéculateurs
qui détiennent des intérêts dans la société des mines du Tonkin. Mais ces mines étant loin de la France, le public, qui n'en connaît pas bien la nature et les ressources, hésite à acheter des actions, lesquelles se vendent par conséquent à un prix bien inférieur à celui qu'on espérait. Les actionnaires, craignant que leur spéculation n'aboutit pas, poussent le gouvernement à se brouiller avec la Chine et à envoyer des soldats pour protéger ces mines, ce qui aurait fait connaître les dites mines et augmenter rapidement leur valeur. L'attitude du gouvernement français est entièrement due à ces spéculateurs, qui ont fait pression sur le gouvernement pour adopter une politique plus énergique au Tonkin, afin de rétablir la valeur de leurs investissements. Votre gouvernement refuse aussi de céder Laocoy, mais cette ville ne vous appartient pas. Si elle ne vous appartient pas, je ne vois pas quel inconvénient il y a à nous laisser la prendre. En ce cas, c'est comme cela qu'il faudra faire. Mon gouvernement n'était pas favorable à l'arrangement que nous avions préparé et quoi qu'il puisse arriver désormais, nous n'accepterons plus les mêmes termes. D'abord, je ne sais pas si en cas de pourparlers nouveau, c'est moi que mon gouvernement choisirait pour négocier. Mais si même cela était, j'aurais non pas à faire prévaloir mes vues personnelles, mais à les combiner avec celles des membres du conseil privé. Le seul fait que vous avez communiqué votre traité implique de votre part la reconnaissance de notre droit de souveraineté que vous contestez aujourd'hui. Votre démarche même montre que vous admettez la réalité de notre droit. Dites à votre gouvernement que suzerain de l'Annan, la Chine n'entend renoncer à aucun de ses droits dans les provinces qui confinent au territoire impérial. Déclarez en outre que nous sommes décidés à faire le nécessaire pour venir en aide à notre vassal et à rendre effective la protection qu'il nous demande et que nous lui devons. North China Daily News de Shanghai du 5 mars 1883. The Ting Yuan is to proceed to China early in the spring. She will ship her 12 and 9.5-inch Krupp guns at Kiel and be placed under the command of a captain of the Imperial Navy. L'intransigeant. Monsieur Édouard Hervé formule dans le Soleil des accusations extrêmement graves, dont nous lui laissons la responsabilité. Pourquoi la République n'a-t-elle pas accepté le traité bourré? Est-ce que derrière notre expédition au Tonkin, il y a une entreprise financière? On dit que les mines qui se trouvent dans la partie supérieure du bassin du fleuve Rouge sont par avance mises en action. On dit que ceux qui se sont partagés ces actions avaient besoin d'une guerre pour les émettre. On dit que depuis 2 ans, ils préparent cette guerre par tous les moyens. On dit qu'à ce point de vue, l'échec momentané subi par nos drapeaux sert merveilleusement leur projet et les comble de joie. Ils voulaient une guerre. Elle est aujourd'hui inévitable. Nos soldats, nos marins périront. Que leur importe à eux? Leur spéculation réussira. 26 avril. Chambre des députés, commission du budget. Abandonnerons-nous le Tonkin comme on l'a fait en 1873 à la suite de l'expédition de Francis Garnier, ou au contraire allons-nous prendre les mesures indispensables pour conserver la situation acquise? C'est l'histoire des Croumires. Il paraît probable que le seul but du gouvernement est de forcer la main à la Chambre pour lui faire voter les crédits. On veut une revanche de l'Égypte au Tonkin, et il faut un prétexte. L'intervention au Tonkin permettrait aussi de dédommager M. Dupuis des pertes qu'il a subies en lui donnant les concessions minières. On lui a promis 3 millions de francs. Oui, c'est l'affaire des Croumires. Tout à fait la politique de Ferry. Il pousse toujours à engager les choses de façon à ce que le Parlement ne peut reculer. Il ne fallait pas laisser faire Rivière. On se grise dans ces situations. Je crois même qu'on l'a poussé. C'est fort grave et même odieux. Paris, 9 mai 1883. Entrevue entre le Maquis Tan et Chalmey-Lacour, ministre des Affaires étrangères. Quelle est l'action que la France se prépare à exercer au Tonkin?
La France va pourvoir aux moyens d'assurer l'exécution régulière du traité qu'elle a conclu en 1874 avec l'Annam. Vous n'ignorez pas que la Chine a un droit de suzeraineté sur le Tonkin ? Il ne s'agit pas seulement d'un droit historique, mais d'un droit réel et positif. Pour le gouvernement français, l'Annam est un État souverain et indépendant qui a traité comme tel et auquel il y a lieu, par suite, de demander directement l'exécution de ses engagements. Si la France a pour but d'ouvrir à travers le Tonkin une voie commerciale vers le Yunnan, elle doit profiter des bonnes relations qui existent avec la Chine pour en aborder l'examen. Je considère comme très désirable que les bonnes relations entre la France et la Chine ne soient pas altérées par cette affaire. Je serai disposé dès lors à en aborder l'examen avec l'esprit le plus conciliant dans une conférence. Cela préviendrait les dangers inévitables d'une action isolée qui peut entraîner la France à une conquête qui en ferait la voisine de la Chine. Je n'aperçois aucun motif pour accepter une pareille offre. L'Annam étant un pays indépendant, le gouvernement français n'a pas à traiter avec une puissance tierce les affaires de cet État. D'autre part, la France est en situation d'obtenir de l'Annam sans aucune assistance tout ce qu'elle a le droit de demander d'après le traité de 1874. La Chine n'a pas à se préoccuper des conséquences éventuelles de l'action à laquelle la France peut être entraînée, cette action ne pouvant amener entre les deux États le voisinage qu'on semble appréhender à Pékin. 15 mai 1883, Chambre des députés. Je demande au gouvernement de définir l'œuvre qu'il entreprend. Nous ne sommes que trop fondés à réclamer du gouvernement cette précision, car, à l'heure où je parle, je n'en sais pas plus sur le caractère de l'entreprise que vous n'en saviez vous-même de l'expédition tunisienne lorsqu'on vint réclamer de vous un premier crédit contre les Kroumirs. Ce n'est pas sans raison que je parle de la Tunisie. Je trouve que la politique actuelle du gouvernement porte la marque de la même imprévoyance, je n'ose pas dire de la même dissimulation. Il faut appeler les choses par leur nom. Ce n'est pas le protectorat qui couvre votre projet, c'est la prise de possession, c'est l'occupation militaire et civile, c'est l'occupation permanente et illimitée. Il reste à prendre mesure de l'effort que nous aurons à faire, des sacrifices que nous aurons à consentir pour y satisfaire. Si vous acceptez cette tâche, ce n'est pas 5 millions qu'il fallait nous demander, c'est 15 ou 20 millions. Et je me demande pourquoi vous ne les réclamez pas tout de suite. Je sais bien que l'attitude de la Chine et même l'éventualité d'un conflit avec elle n'inquiète pas tout le monde. Vous avez appris que notre agent diplomatique à Pékin, M. Bourré, a été rappelé ou désavoué. J'ignore encore quel est le genre de disgrâce qui l'a frappé, parce qu'il avait signé avec le gouvernement chinois un traité ad referendum. Si notre agent à Pékin a cru devoir signer un traité avec la Chine, c'est qu'apparemment, la Chine s'intéresse d'une façon toute particulière au Tonkin. Et si la Chine s'intéresse au Tonkin, j'ai le droit d'en conclure qu'il y a là une chance de conflit. Prenez garde à l'hostilité, ouverte ou cachée, de la Chine, parce que la sécurité de notre établissement au Tonkin dépend absolument de nos rapports avec elle. Si ces rapports sont mauvais, l'entreprise que vous allez poursuivre ne fera que nous imposer des sacrifices sans mesure et des épreuves sans fin. Il y a, dans le gouvernement républicain, une école politique qui pousse aveuglément la France aux entreprises coloniales. Elle prétend que la France a le devoir de se répandre au dehors, afin de compenser par cette expansion la diminution des intérêts et d'influence qu'elle a subie sur le continent. La Chine, messieurs, est un vaste empire qui couvre une immense superficie, qui comprend une population innombrable, mais ne sera jamais une puissance militaire. Les prétentions qu'elle a élevées ne prendront jamais qu'un caractère purement platonique. Il serait fort exagéré de dire que M. Bourré, notre agent en Chine, avait manqué à son devoir. Il serait excessif de prétendre que son rappel ait eu le caractère d'une disgrâce. La vérité est que M. Bourré s'est engagé de bonne foi dans des négociations qui sont devenues pour nous un embarras. Trompé sans doute, trompé certainement par de faux rapports sur l'état du Tonkin, sur les forces qu'y avait envoyées la Chine, sur les desseins qu'on méditait à la cour de Pékin, M. Bourré, pour conjurer un danger sûrement imaginaire à ce moment,
s'est engagé dans des négociations avec le vice-roi de Peucheli. Il a conduit ces négociations avec rapidité, même avec un peu de précipitation, en vue d'un arrangement pour lequel il n'avait pas reçu d'instruction. Lorsqu'arrivèrent les dépêches explicatives de M. Bourret, dans lesquelles il faisait connaître avec détail les bases de ces transactions, on reconnut qu'elles étaient un véritable abandon de la politique que nous avions adoptée. Ainsi, il ne s'agissait plus de reconnaître notre protectorat sur le Tonkin, il s'agissait de le partager. Il n'était plus question d'opérer une rectification de frontières, mais de tracer entre le fleuve Rouge et la frontière actuelle de la Chine une ligne au nord de laquelle de vastes territoires devaient être placés sous le protectorat de l'Empire chinois, de telle sorte que par ce seul fait, la Chine se trouvait avoir à sa disposition toute la région minière et notamment des gisements de houille d'une richesse extraordinaire qui ont été étudiés par M. Fuchs, dont la grande compagnie de navigation chinoise convoite depuis longtemps la possession et qui devait peut-être être cédée à une certaine puissance entre les mains de laquelle ils auraient constitué un avantage singulier au profit de sa marine au détriment de la nôtre. Il se peut, messieurs, qu'un fonctionnaire de mérite, qu'un agent intelligent se trompe ou soit trompé. Mais il peut arriver aussi qu'une telle erreur le rende impossible dans le poste qu'il occupait et incapable de servir utilement une politique et des idées dont il s'est gravement écarté. Nous ne méditons aucun dessein hostile contre la Chine. Nous ne voulons pas même contester des prétentions qui ne sont pas tout à fait incontestables, à condition que ces prétentions n'aient pas pour effet de mettre en question notre autorité légitime et les droits qui reposent sur des traités. Si la Chine invoque des droits, de prétendus droits incompatibles avec ceux qui nous sont conférés par des traités, il ne nous sera pas possible de nous incliner devant ces réclamations. Il faut que vous sachiez quelles sont les prétentions du gouvernement chinois. Tout peuple, tout grand empire a son rêve. Le rêve de la Chine, c'est d'être en possession d'un droit de suzeraineté sur toutes les nations, sans en excepter les barbares de l'Occident. D'avoir un droit de suzeraineté sur tous les peuples qui l'entourent, sur le Siam, sur la Corée, sur la Birmanie, sur l'Annam, sur le Tonkin, sur le Tibet. Depuis le commencement du XVe siècle, l'Annam et le Tonkin se sont soustraits à l'autorité de la Chine, de telle sorte que le droit de suzeraineté qu'elle s'arroge sur ce pays ressemble à celui que l'Angleterre pourrait s'arroger sur la France en invoquant les souvenirs de la guerre de 100 ans, en invoquant le fait qu'un de ses rois a été sacré à Paris. J'arrive à la question des mines. Je parle des mines de charbon car dans une carte qui nous a été donnée tout à l'heure et que tous mes collègues ont entre les mains, des mines argentifères, aurifères sont indiquées dans une autre partie du pays. Je dois reconnaître que le Tonkin est un des pays miniers les plus riches du monde. Je vois sur un point de cette carte, mines d'or et d'argent, sur un autre point encore, mines d'or, mines d'argent. Et enfin, messieurs, notez ceci, grosse pépite d'or. Malheureusement, dans une région inexplorée. Grosse pépite d'or. Ceci rappelle tout à fait l'Eldorado de Voltaire, où il n'y avait qu'à se baisser pour ramasser des cailloux qui étaient des diamants et de la terre qui était de l'or. Voilà donc un pays extrêmement riche en mines, et je comprends qu'on veuille les exploiter. On a regretté que des promesses de concessions aient déjà été faites. Je crois, moi aussi, que cela est regrettable. Quelles promesses? Qui a fait des promesses? Je dis que ce bruit a couru. Doit-on prendre un pays parce qu'il renferme des richesses minières? En prenant le Tonkin uniquement pour ses mines, vous vous engageriez dans une aventure dont les avantages ne compenseraient pas les inconvénients. Diriez-vous que le commerce français en bénéficiera? Messieurs, on a présenté le Tonkin où l'on trouve des pépites d'or à fleur de terre comme une sorte d'Eldorado. On a dit que le fleuve Rouge était une artère magnifique qui nous permettrait d'exploiter tous les trésors de la Chine. Le fleuve Rouge n'a qu'un inconvénient, c'est qu'il n'est pas navigable. Une expédition a eu lieu vers 1853 pour aller jusqu'à Laokai. Il y a 10 rapides à passer. Après Laokai, il y a non plus des rapides, mais des cataractes.
puis on tombe dans la région des montagnes absolument infranchissables. La Chambre vote un crédit de 5 500 000 francs et 3 000 hommes de troupes métropolitaines et 1000 tirailleurs anamites par 351 voix contre 48 et 122 abstentions. Au bureau de poste, Blanc-Subé, député de Cochinchine, avec la télégraphiste. Oui, ce texte, gouverneur Thompson. Crédit Tonkin, voté grande majorité, sans combat. Article du North China Daily News du 16 mai 1883. It is a matter of general satisfaction in the present critical state of affairs that Mr. Boré, the French minister at Peking, is to retain his post. He has the advantage of knowing the circumstances of the Annam question in all its details, although the modus vivendi he made with Li Hengchang in December last will probably be modified by the French ministry. The conduct of negotiations may be safely left to Mr. Boré, who, as an experienced minister and skillful diplomatist, will be well able to carry out the policy of France, whatever that may be. The foreign diplomatic body at Peking also can ill afford to lose a colleague so loyal and able as Mr. Boré. The Chinese at Nanking, at Tianjin, and indeed everywhere, are very much excited at the French proceedings in Tongqing. We hear that in a few weeks the French government will have about 12,000 French soldiers in Cochin, China, Annam, and Tongqing, and if requisite, a corps d'armée, in addition, could be quickly sent out from France, as the army is in a much better condition than it was in the epoch of General Faré, who was responsible for the breakdown in Tunis. Pékin ou Zhangli-Yamen, vers le 16 mai, réunion entre Li Hongzhang, son secrétaire Ma Kem-chang, le prince Kong, le général Liu, le général So, Bon d'un œil et général Pan Ting-sen. Jusqu'à présent, nous les appelions barbares. Aujourd'hui, quel nom faut-il leur donner? De temps immémorial, la Nam a été tributaire de la Chine. L'histoire témoigne de ce fait. Sous la dynastie Song, l'empereur Song traçait dans le ciel avec une hache de jade les frontières du sud en disant « Ma domination n'est bornée que par l'horizon céleste ». C'est là en fait aussi clair que la lumière du soleil et des étoiles, et il n'est personne dans aucun pays qui l'ignore. Nous n'avons pas d'autre alternative que d'entrer en hostilité avec la France, qui n'est plus question de négocier. Nous sommes déjà allés trop loin en proposant l'ouverture du Yunnan aux barbares. Les Français viennent de voter de nouveaux crédits militaires et envoient 1500 hommes de renfort en Cochinchine. Je suis opposé à la guerre, mais si vous voulez m'envoyer dans le sud, donnez-moi des ordres formels pour que je commence les opérations. Les Français ne peuvent envoyer au Tonkin de forces considérables. Si nous parvenons à tenir les Français en échec pendant quelque temps, les Allemands profiteront des faiblesses françaises pour les attaquer en Europe. Hanoï. Je ne lâcherai rien de ce qui a été pris et nous leur en prendrons davantage encore. Mais j'estime qu'il n'y a pas lieu de recommencer quand on n'y est pas forcé les hardiesses de Garnier. Il faudra employer la force à huer. L'on ne ressent que peu les coups portés au loin, ce sont des blessures aux membres qui laissent intacts le cœur et la tête et ne menacent pas la vie. La concession qui est ouverte de tous côtés est à la merci d'un coup de main. L'homme n'est grand que par le mépris qu'il a pour la mort. Vous avez bien fait de donner à Monseigneur Puginier 50 fusils et des munitions. L'Église qui est bien hiérarchisée et bien disciplinée nous sera le meilleur auxiliaire de guerre annamite s'il en est besoin. Mai 1883. Lou Vin Phoc est à Sontai avec 1000 pavillons noirs et 4000 hommes du prince Huang.
La situation n'est pas sans une certaine gravité. Nous sommes pris entre ces bandes nombreuses de Bakhnin et de Songhai. Il faudrait donner de l'air autour de nous, mais nous ne pouvons faire de sortie. Je crois qu'il y aura lieu de quitter les difficultés où nous sommes par la prise de Bakhnin et de Songhai, mais seulement quand nous aurons des renforts. Ces renforts ne doivent pas être moindres d'1 millier d'hommes. Demandez à l'amiral Meyer qu'il envoie ses compagnies de débarquement afin d'ouvrir vigoureusement et promptement les environs de Hanoï. 18 mai 1883, le soir au consulat devant la table de roulette. Une proclamation de Lou Vin Phoc du 10 mai vous donne rendez-vous à Phu Hoai. Moi, Lou Vin Phoc, guerrier invincible, notre intention est d'aller attaquer votre refuge du diable afin d'exterminer d'un seul coup tous les brigands. Mais avant tout, nous prenons souci de l'intérêt public dont l'importance est grande pour nous. Je ne veux pas choisir comme champ de bataille la ville d'Hanoï, parce que je crains trop de ruiner ses habitants. Si vous êtes assez fort, venez à Phu Hoai, que vos soldats semblables à des corbeaux viennent se mesurer avec mes guerriers afin de juger quel sera le plus courageux et le vainqueur. Si vous avez peur de venir, envoyez à ma résidence la tête de vos officiers. La mort est proche de la vie, réfléchissez. Signé Luc Vin Phoc, 36e année de Tuduk, 4e jour du 4e mois. Il faut prévenir une attaque possible et reculer le cercle d'investissement. Nous ne pouvons plus différer une opération sur la rive droite pour nous donner de l'air. N'est-il pas non plus indispensable de relever le défi de Lou Vin Phoc? Nous irons demain à Phu Hoai, donner une leçon à ce Lou Vin Phoc. Les pavillons noirs disparaîtront devant nous comme à Bakhnin avant-hier. 19 mai, mort d'Henri Rivière. Sorti avec 400 hommes, Rivière suit la Cologne en voiture. Après la mort de De Villiers, il prend la direction du combat. Il est blessé au pont de papier d'une balle dans l'épaule et capturé. Son corps et ceux de 25 hommes et 4 officiers restent aux mains des pavillons noirs. Les Français ramènent 3 morts et 52 blessés, donc 6 officiers. Les Français se réfugient dans la concession et brûlent la ville pour empêcher les pavillons noirs de s'emparer d'Hanoï. Télégramme de l'amiral Meyer. Nouvelle d'une sortie malheureuse à Hanoï. Commandant Rivière tué. Officier supérieur mortellement blessé. Renfort indispensable. 14 hommes tués, 22 blessés. Je me rends à Hanoï pour diriger renfort et organiser défense. Discours de Lou Van Phoc devant la dépouille de Rivière. Est-il dans ce monde un enfant qui puisse ignorer la dépendance de la NAM vis-à-vis de la Chine? Les Français seraient-ils les seuls à l'ignorer? Si les Français sont en paix avec la Chine, ils ne doivent pas porter atteinte aux dépendances de celle-ci. Faire la guerre à la NAM, c'est faire la guerre à la Chine. Saigon a été prise par la France. Ce fait a été jusqu'à ce jour une cause de faiblesse et de misère pour la NAM. Soudain, pendant la 12e année Tongche, le Tonkin fut attaqué. 10 années se sont écoulées depuis ce jour. L'an dernier, Hanoï tombait au pouvoir des Français, sans que rien ne fût venu justifier cette agression. Sur cet entrefait, le ministre de France, M. Boré, traite à Tianjin du partage du territoire. Quel droit les Français avaient de faire le partage du territoire annamite? Depuis longtemps, celui-ci se trouve sous la domination de l'empereur de Chine, qui a envoyé des troupes pour en exterminer des brigands sans qu'on ait vu les Français prêter à ces troupes la moindre assistance. Sur quoi donc baserait-il leur protectorat? S'emparer des cités, mettre à mort leurs fonctionnaires, piller les greniers et les trésors, puis qualifier ces faits
du nom de protection? N'est-ce pas là une condition honteuse? Hélas, ce qu'ont fait les Français est digne de l'exécration des immortels comme des humains. Les voix du ciel se sont manifestées par les grands désastres qu'ils viennent de subir. En supposant qu'ils se tournent plus encore vers la Chine pour la provoquer inconsidérément, nous ferons appel aux hommes de valeur et nous grouperons autour de nous tous ceux qu'animent des sentiments de fidélité et de justice. À peine mon appel aura-t-il été lancé que nous serons suivis par des masses considérables qui viendront se ranger sous l'étendard du droit. Vous êtes les soldats du droit, allons reprendre Saigon.